Salut, c'est encore Cassiusef. D'ouvre ton vreli. Normalement, tu sais où on en est. On est dans la lecture de L'Éternel mari de Dostoïevski. Et on arrive au chapitre 12, le plus long, qui s'appelle Chez les Akhlébinines. Les Akhlébinines étaient de fait une famille très bien, comme venait de le dire Velchaninov. Et Zakhlebelin lui-même était un fonctionnaire tout à fait important et très en vue. Tout ce que disait Pavel Pavlovitch au sujet de ses revenus n'en demeurait pas moins vrai. Ils vivent bien, on pourrait croire, mais qu'il meure, lui, il ne reste plus rien. Le vieux Zakhlebinin fit un accueil amical et somptueux avec Tchaninov, et de son ancien ennemi qu'il était, il se changea complètement en ami. Je vous félicite, c'est mieux ainsi, dit-il dès le premier mot, avec un air plaisant et digne. J'ai insisté moi-même pour aboutir à un compromis, et Piotr Karlovitch, l'avocat de Velchaninov, vaut de l'or de ce point de vue. Et quoi, vous allez toucher 60 000 roubles, et sans souci, sans délai, sans discussion. Cette affaire, elle pouvait durer encore 3 ans. Velchaninov fut tout de suite également présenté à Madame Zakhlebinine, dame âgée et nantie de larges avantages, au visage simplet et fatigué. Parurent ensuite les demoiselles, les demoiselles, l'une après l'autre, ou bien par paire. Il y en avait quand même beaucoup de ces jeunes filles qui paraissaient. Il s'en rassembla peu à peu jusqu'à 10, voire 12. Velchaninov fut même incapable de compter. Les unes entraient, les autres sortaient. Mais il y avait parmi elles un grand nombre de camarades de jeu. La maison de campagne des Zakhlebinines, une grande bâtisse en bois de style indéterminé, quoique fantasque, avec des additions de différentes époques, disposait d'un très grand jardin. Mais 3 ou 4 autres maisons de campagne donnaient sur ce jardin de différents côtés, en sorte que le grand jardin était commun, ce qui naturellement concourait fort au rapprochement des jeunes filles avec leurs voisines. Velchaninov remarqua qu'on l'attendait ici, et que sa visite en qualité d'ami de Pavel Pavlovitch qui voulait faire connaissance avait été annoncée de façon quasiment solennelle. Son regard, percé et avisé en ce domaine, eut même tôt fait de distinguer, son regard perçant et avisé en ce domaine, eut même tôt fait de distinguer quelque chose de particulier. À l'accueil empressé des parents, à un certain air particulier des jeunes filles, ainsi qu'à leur mise, quoique du reste ce fut un jour de fête. Un soupçon s'éveilla en lui, celui que Pavel Pavlovitch lui avait joué un tour,
et cela était très possible. Avait donné ici, avait donné l'idée ici, sans rien affirmer, bien sûr, directement, comme une espèce de supposition, qu'il pouvait être un célibataire de moins en moins endurci, membre de la bonne société, jouissant d'une fortune et qui, cela était fort, mais fort possible, aurait pu enfin se décider à en finir et à se caser, d'autant qu'il vient de toucher un héritage. Il semblait que l'aînée des demoiselles Zaklébenine, Katerina Fedoseïevna précisément, celle qui avait 24 ans et dont Pavel Pavlovitch avait dit qu'elle était une personne charmante, fut un peu orientée sur ce ton. Elle se distinguait tout particulièrement de ses sœurs par son costume et une espèce d'originalité dans la coiffure de son abondante chevelure. Quant à ses sœurs et toutes les autres jeunes filles, elles avaient l'air de dire qu'elles étaient sûres depuis longtemps que Velchaninov était venu faire connaissance pour Katia et qu'il venait l'observer. Leurs regards, et même un certain nombre de leurs formules, qui fusèrent par hasard au cours de la journée, lui confirmèrent par la suite ce soupçon. Katerina Fedoseïevna était une grande blonde si opulente qu'elle en devenait somptueuse, au visage tout à fait charmant, au caractère visiblement doux et peu entreprenant, pour ne pas dire somnolent. C'est étrange qu'une fille pareille reste vieille fille, se disait malgré lui Velchaninov, en l'observant avec plaisir, même sans dot, et même si elle grossit très vite, mais pour l'instant, il y a tellement d'amateurs pour ça. Les autres sœurs, elles aussi, étaient loin d'être laides, et parmi leurs petites camarades, là encore, il y avait un certain nombre de minois amusants, et même assez mignons. Cela commença à l'amuser. Mais du reste, il était entré avec des pensées particulières. Nadjeda Fedoseïevna, la sixième, la collégienne et la fiancée supposée de Pavel Pavlovitch, se fit attendre. Velchaninov l'attendait avec impatience, ce dont il s'étonnait lui-même. Il souriait sous sa cape. Elle se montra enfin, et non sans effet théâtral, accompagnée par une alerte et vive camarade, Maria Nikitchina, une petite brune au visage amusant et dont, comme cela apparut très vite, Pavel Pavlovitch avait une peur panique. Cette Maria Nikitchina, jeune fille de déjà 23 ans, à la langue acérée et à l'intelligence très vive, était gouvernante de bambins d'une famille voisine et amie. Elle était considérée depuis longtemps déjà comme faisant partie de la famille chez les Zaklébenines, et chez les jeunes filles, on l'estimait très haut. On voyait qu'à Nadia aussi, elle était particulièrement indispensable en ce moment. Au premier regard, Velchaninov discerna que les jeunes filles étaient toutes contre Pavel Pavlovitch, même les petites camarades,
Et Nadia n'était pas entrée depuis 2 minutes qu'il trancha qu'elle, elle le haïssait. Il vit aussi que Pavel Pavlovitch ne le remarquait absolument pas, ou qu'il ne voulait pas le remarquer. Sans aucun doute, Nadia était mieux que toutes ses sœurs, une petite brune, avec un air de sauvageonne et une audace de nihiliste. Un petit démon malin, au regard de feu, au sourire adorable, quoique souvent méchant, aux lèvres et aux dents étonnantes, toute fine, toute droite, au visage dont l'expression chaleureuse exprimait une pensée naissante et qui en même temps restait presque enfantin. Ces 15 ans se disaient à chacun de ses pas, chacune de ses paroles. Il s'avère ensuite que de fait, Pavel Pavlovitch l'avait vu la première fois, un petit sac de toile cirée à la main, mais à présent, elle n'en portait plus. Le cadeau du bracelet échoua complètement et produisit même une impression désagréable. Pavel Pavlovitch, sitôt qu'il avait aperçu sa fiancée, s'était tout de suite avancé vers elle avec un petit rire. Il lui offrit son cadeau sous le prétexte d'un plaisir agréable ressenti par lui la dernière fois au sujet d'une agréable romance chantée par Nadejda Fedosoyevna au piano-forte. Il fut désarçonné, laissa sa phrase en suspens et demeura comme perdu, tendant et fourrant dans la main de Nadjeja Fedosievna l'écrin du bracelet, écrin que celle-ci refusait de prendre, rougissant de honte et de colère, et retirant ses mains. C'est avec défi qu'elle se tourna vers sa mère, dont le visage montrait de la confusion, et dit à haute voix Je ne veux pas le prendre, maman. Prends-le et remercie, prononça le père avec une sévérité tranquille. Mais lui aussi, il était mécontent. Il ne fallait pas, marmonna-t-il d'un air sermonneur à Pavel Pavlovitch. Nadia, n'y pouvant rien, prit son écrin et les yeux baissés, fit une petite révérence, du genre de celle que font les petites filles. C'est-à-dire qu'elle s'affaissa brusquement, et tout aussi brusquement, elle bondit à nouveau comme sur un ressort. L'une des sœurs s'approcha pour regarder, et Nadia lui remit l'écrin, pas même ouvert, montrant par là elle ne voulait pas regarder. On sortit le bracelet, il passa de main en main. Mais tous le regardaient en silence, et il y avait même des sourires ironiques. La maman fut la seule à balbutier que le bracelet était très charmant. Pavel Pavlovitch était prêt à se cacher sous terre. Il fut sauvé par Velchaninov. Brusquement, il parla très fort, très volontiers, saisissant au vol la première idée qui lui venait. Et 5 minutes ne s'étaient pas écoulées qu'il avait capté l'attention de toute l'assistance du salon. Il avait étudié d'une façon magnifique l'art de bavarder dans le monde,
c'est-à-dire l'art de paraître absolument naturel et de montrer en même temps que l'on considère ses auditeurs comme des gens aussi naturels que soi-même. Il pouvait jouer le plus naturellement du monde quand le besoin s'en faisait sentir. L'homme le plus joyeux et le plus heureux qui fut. Il savait aussi, très habilement, placer dans ses phrases une petite formule piquante ou ironique, une allusion joyeuse, un calembour comique. Mais comme tout à fait par hasard, comme sans le remarquer, alors que ce mot d'esprit, ce calembour et la conversation elle-même, tout cela peut-être était préparé depuis des lustres, appris par cœur et souvent réutilisé. Pourtant, à la minute présente, son art fut soutenu par la nature elle-même. Il sentait qu'il se trouvait dans une espèce d'humeur, qu'il y avait quelque chose qui l'entraînait. Il sentait en lui-même l'assurance la plus totale et la plus triomphante que d'ici quelques minutes, tous les regards seraient dirigés vers lui, que tous ces gens n'écouteraient que lui seul, ne parleraient qu'avec lui, ne riraient que de ce qu'il dirait. Et de ce fait, on entendit bientôt un rire. Petit à petit, les autres se mêlèrent à la conversation. Et il était expert dans l'art d'entraîner les autres dans la conversation. On entendit bientôt 3 ou 4 voix qui parlaient en même temps. Le visage morne et fatigué de Madame Zaklébinine s'illumina presque de joie. Il en fut du même pour Katerina Fedoseyevna, qui écoutait et regardait comme envoûtée. Nadia le regardait de tous ses yeux, mais à la dérobée. On remarquait bien qu'elle avait des préjugés à son égard. Cela enflamma encore plus Velchaninov. La méchante Maria Nikitchna parvint tout de même à placer dans la conversation une pique assez sensible sur son compte. Elle avait inventé et affirmé que, soi-disant, Pavel Pavlovitch avait parlé de lui la veille comme d'un ami d'enfance, ce qui ainsi le vieillissait. Elle y fit une allusion transparente de bien 7 ans. Mais la méchante Maria Nikitishna tomba elle aussi sous son charme. Pavel Pavlovitch se vit résolument surpris. Bien sûr, il avait une notion des moyens dont jouissait son ami, et au début, il avait été heureux de ses succès. Il souriait lui-même et se mêlait à la conversation. Mais bizarrement, peu à peu, il se mit à tomber comme dans une songerie, voire pour finir, dans de la mélancolie, ce qui se lisait clairement sur son visage inquiet. Ah mais vous êtes un hôte qu'on n'a pas besoin d'occuper, troncha joyeusement le vieux Zaklévinine en se levant de sa chaise pour monter à son bureau, où, malgré les jours fériés, un certain nombre de papiers l'attendaient encore pour ses affaires. Et moi, figurez-vous, qui vous prenais pour le jeune homme le plus sombre et le plus hypocondriaque du monde. Comme on se trompe. Il y avait un piano dans la salle. Velchaninov demanda qui faisait de la musique et brusquement se tourna vers Nadia.
Et vous, je crois, vous chantez. Qui vous a dit, coupa Nadia? Pavel Pavlovitch me l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas vrai. C'est juste pour rire que je chante. Je n'ai même pas de voix. Mais moi non plus, je n'ai pas de voix, et pourtant je chante. Alors vous chanterez pour nous? Moi aussi alors, je chanterai, fit-elle, un éclair dans les yeux. Mais pas maintenant, après le repas. Je ne supporte pas la musique, ajouta-t-elle. J'en ai assez de ces pianos fortés. Chez nous, du matin jusqu'au soir, on joue et on chante, ne serait-ce que Katia, tenez. Velchaninov s'attacha tout de suite à ces mots et il s'avéra que Katerina Fedosievna était la seule à faire très sérieusement du piano. Il se tourna tout de suite vers elle en lui demandant de jouer. Cela plut à chacun, visiblement, que Velchaninov s'adressa à Katia. Et maman, elle, en rougit même de plaisir. Katerina Fedosievna se leva en souriant et alla vers le piano. Et brusquement, à sa propre surprise, elle aussi, elle se trouva toute rouge. Et brusquement, elle éprouva une honte terrible de ce que voilà, elle était si grande et déjà 24 ans et si pleine et elle rougissait comme une petite fille. Et tout cela était peint sur son visage pendant qu'elle s'installait pour jouer. Elle joua quelque chose de Haydn. Et elle joua d'une façon très précise, quoique sans expression. Mais elle avait eu le trac. Quand elle eut terminé, Velchaninov se leva et se répandit en éloges, non pas d'elle, mais de Haydn, et surtout de cette petite pièce qu'elle venait de jouer. Et elle, visiblement, cela lui fit tellement plaisir, elle écoutait avec une telle reconnaissance, un tel bonheur ses compliments, non pas sur elle, mais sur Haydn, que Velchaninov, malgré lui, la regarda avec plus de tendresse, plus d'attention. Eh, mais c'est vrai que tu es très bien, fit une lumière dans son regard. Et ce fut comme si tous, d'un seul coup, avaient compris ce regard. Surtout Katerina Fedosievna elle-même. Vous avez un jardin très bien, s'adressa-t-il brusquement à tout le monde en regardant par la porte vitrée du balcon. Vous savez, allons tous dans le jardin. Allons-y, allons-y, reprirent plein de cris de joie, comme s'ils devenaient. Allons-y, allons-y, reprirent plein de cris de joie, comme s'ils venaient de deviner le désir essentiel de chacun. On se promena dans le jardin jusqu'au déjeuner. Madame Zaklebinine, qui avait déjà depuis longtemps envie d'aller faire un petit somme, n'y tint pas elle non plus, et partit se promener avec les autres. Mais elle resta raisonnablement se reposer dans un fauteuil sur le balcon où elle s'endormit tout de suite. Dans le jardin, les relations de Velchaninov et de toutes les jeunes filles devinrent encore plus amicales. Il remarqua que 2 ou 3 très jeunes hommes les avaient rejoints depuis les maisons voisines. L'un d'eux était un étudiant, un autre tout bonnement un lycéen. Ceux-là coururent tout de suite vers leur jeune fille, et l'on voyait qu'ils venaient pour elle. Quant au troisième jeune homme, un garçon de 20 ans,
très hirsute et très sombre, portant d'énormes lunettes bleu foncé. Il se mit d'un air vif et renfrogné à chuchoter quelque chose à Marianne Nitkitchina et à Nadia. Il toisait Velchaninov d'un regard sévère et, semblait-il, se sentait obligé de le considérer avec un mépris souligné. Quelques jeunes filles proposèrent de vite se mettre à jouer. À la question de Velchaninov de savoir à quoi l'on jouait ici, on répondit que c'était à tous les jeux et achats, et que le soir on jouait au proverbe, c'est-à-dire que tout le monde se réunissait et qu'il y en avait un qui se mettait à l'écart pour un temps. Tous ceux qui restaient choisissaient un proverbe, par exemple bon cavalier ménage sa monture. Et puis au moment où l'autre était rappelé, chacun ou chacune dans l'ordre devait préparer une phrase et la lui dire. Le premier devait absolument lui dire une phrase dans laquelle il y aurait le mot bon. L'autre, une autre où il y aurait le mot cavalier, etc. Et lui, il fallait qu'il note tous ces mots isolés et qu'il devine le proverbe. Ce doit être très amusant, remarqua Velchaninov. Ah non, c'est d'un ennui, répondirent deux ou trois voix en même temps. Et puis on joue aussi au théâtre, remarqua Nadia en s'adressant à lui. Tenez, vous voyez ce gros arbre avec le banc autour? Là-bas, derrière l'arbre, on dirait que c'est les coulisses. Et c'est là qu'il y a les acteurs, je ne sais pas, le roi, la reine, la princesse, le jeune homme, comme on veut. Le premier entre quand ça lui vient et il dit ce qui lui passe par la tête. Bon, ça donne toujours quelque chose. Ah, c'est très bien, approuva une nouvelle fois Velchaninov. Ah non, c'est d'un ennui. Chaque fois au début, c'est amusant, et à la fin, à chaque fois, ça devient sans queue ni tête, parce que personne ne sait comment finir. Avec vous, peut-être, ça sera plus intéressant. Et nous, on se disait que vous étiez l'ami de Pavel Pavlovitch. Lui, il s'avère qu'il s'est juste vanté. Je suis très heureuse que vous soyez venu. Pour une certaine chose, fit-elle, posant un regard très sérieux et insistant sur Velchaninov. Après quoi, elle s'éloigna tout de suite vers Maria Nikitchina. On va jouer au proverbe ce soir, chuchota brusquement d'un air confidentiel à Velchaninov, une petite camarade que jusqu'alors il avait même à peine remarquée et à laquelle il n'avait pas encore dit un mot. Ce soir, tout le monde va se moquer de Pavel Pavlovitch. Alors, vous aussi. Ah, comme c'est bien que vous soyez venus, parce que sinon on s'ennuie tant chez nous, confia amicalement une autre camarade qui n'avait, elle, vraiment pas remarqué du tout, et qui était brusquement apparue, Dieu savait d'où. Une petite rousse, avec des taches de rousseur, et un visage terriblement et comiquement brûlant après la marche et la chaleur. L'inquiétude de Pavel Pavlovitch grandissait de plus en plus. Dans le jardin, à la fin, Velchaninov avait eu le temps de se rapprocher complètement de Nadia. Elle ne le regardait plus de travers, comme tout à l'heure
avait renoncé, semblait-il, à l'idée de l'examiner de plus en détail, et elle riait aux éclats, elle sautait, elle poussait des cris, et 2 fois même, elle lui avait saisi la main. Elle était heureuse d'une façon terrible, continuait de ne pas prêter la moindre attention à Pavel Pavlovitch, comme si elle ne le remarquait pas. Velchaninov se persuada qu'il existait un véritable complot contre Pavel Pavlovitch. Nadia, avec une foule de jeunes filles, attirait Velchaninov d'un côté, et les autres camarades, sous toutes sortes de prétextes, attiraient Pavel Pavlovitch vers un autre. Mais celui-ci se libérait, et tout de suite, très vite, il accourait vers eux, c'est-à-dire vers Nadia et vers Velchaninov. Et brusquement, il plaçait entre eux sa tête chauve, inquiète et aux aguets. À la fin, il ne se gênait même plus. La naïveté de ses gestes et de ses mouvements était parfois étonnante. Là encore, Velchaninov fut incapable une fois de plus de ne pas accorder une attention particulière à Katerina Fedoseïevna. Elle avait clairement compris à présent que ce n'était pas du tout pour elle qu'il était venu, mais parce qu'il était trop intrigué par Nadia. Pourtant, son visage était toujours aussi charmant, aussi adorable que tout à l'heure. Elle était déjà heureuse, semblait-il, du seul fait de se trouver auprès d'eux et d'écouter ce que disait le nouveau visiteur. Mais elle-même, la pauvrette, elle n'arrivait pas du tout à se mêler habilement à la conversation. Mais comme elle est bien, votre sœur Katerina Fedoseïevna, dit brusquement et en chuchotant Velchaninov à Nadia. Katia, mais est-ce qu'il peut y avoir une âme meilleure qu'elle? C'est notre ange à tous, je suis amoureuse d'elle, répondit-il, répondit-elle, répondit-elle, exaltée. Enfin, à 5 heures, on appela à table, et là aussi, on remarqua que le repas n'était pas fait comme à l'ordinaire, mais exprès pour leur hôte. On vit apparaître 2 ou 3 plats, on vit apparaître 2 ou 3 plats, visiblement ajoutés au menu ordinaire. Assez compliqué, et l'un d'eux avait même quelque chose d'étrange, au point que personne ne pouvait dire précisément ce que c'était. Hors dehors des 20 tables ordinaires, apparut, découverte là encore, visiblement pour l'invité, une bouteille de Tokai. À la fin du repas, on servit même bizarrement du champagne. Le vieux Zachary Bénine, qui avait bu un verre de trop, se trouvait de l'humeur la plus bonhomme et était prêt à rire à tout ce que disait Velchaninov. Le résultat fut qu'à la fin, Pavel Pavlovitch n'y tint plus. Entraîné par la compétition, il se mit dans l'idée, lui aussi, d'émettre un calembour, et il le dit. Au bout de la table où il était assis auprès de Madame Saklébinine, on entendit brusquement le rire bruyant de jeunes filles toutes heureuses. Papa, papa, Pavel Pavlovitch, lui aussi, il a fait un calembour, criait d'une seule voix 2 demoiselles Saklémidine intermédiaires. Il dit que s'il y a des merveilles, nous sommes donc des filles veilles. À lui aussi, il fait des calembours. Et alors, quel calembour a-t-il donc fait? Répondit d'une voix digne le vieillard, s'adressant d'un air protecteur à Pavel Pavlovitch.
et souriant d'avance au calembour qui l'attendait. Mais c'est ça, il dit qu'il y a des merveilles et que nous sommes des filles veilles. Ah, et alors? Le vieillard n'avait pas encore compris et son sourire bonhomme s'élargissait toujours. Mais papa, voyons, vous ne comprenez pas. Merveille, ensuite, fille veille. Merveille, ça fait des merveilles. Donc il y a des filles veilles. Tiens donc, fit le vieillard assez surpris. Hmm, bon, la prochaine fois, il trouvera mieux. Et le vieillard partit d'un rire joyeux. Pavel Pavlovitch, on ne peut quand même pas avoir toutes les perfections d'un coup, le taquina à voix haute Maria Nikitchna. Ah mon Dieu, il s'étrangle avec lui une arête, s'exclama-t-elle. Elle bondit de sa chaise. Il s'ensuivit même un chahut, mais c'était tout ce que voulait Maria Nikitchina. Pavel Pavlovitch avait juste avalé de travers un peu de ce vin dont il s'était saisi pour cacher sa honte. Mais Maria Nikitchina assurait et jurait de tous côtés que c'était une arête, qu'elle l'avait vue et qu'on pouvait en mourir. Des tapes dans la nuque, cria quelqu'un. C'est vrai, c'est ce qu'il y a de mieux, approuva Saklébinine d'une voix forte. Mais des volontaires s'étaient présentés. Maria Nikitchina, la petite rousse, elle aussi invitée au repas, et enfin la mère de famille elle-même très effrayée. Toutes voulaient taper sur la nuque de Pavel Pavlovitch. Pavel Pavlovitch, qui avait bondi de sa place pour y échapper, dut assurer pendant une bonne minute qu'il avait juste avalé de travers un peu de vin et que sa toux lui passerait tout de suite, jusqu'à ce qu'on voit enfin que tout cela ne tenait qu'aux farces de Maria Nikitchina. Toi alors, quel chipi, remarqua sévèrement Madame Saklébinine à Maria Nikitchina. Mais tout de suite, elle n'y tint plus et éclata d'un rire si fort qu'on n'en avait pas connu, on n'en avait plus connu depuis longtemps, ce qui en soi produisit son effet. Après le repas, on sortit sur le balcon pour le café. Comme le temps est bien, tous ces jours-ci, fit le vieillard, approuvant la nature avec condescendance et regardant le jardin avec plaisir. S'il pouvait juste avoir un peu de pluie, peut-être. Bon, je vais me reposer un peu. Amusez-vous, amusez-vous. Toi aussi, amuse-toi, fit-il, tapant l'épaule de Pavel Pavlovitch. Quand tout le monde fut descendu au jardin, Pavel Pavlovitch accourut brusquement vers Valtchaninov et le tira par la manche. Une petite minute, n'est-ce pas chuchocha-t-il, plein d'impatience. Ils se retrouvèrent dans une allée latérale, isolée du jardin. Non, là, vous m'excusez, n'est-ce pas? Non, mais là, je ne vous laisserai pas, chuchocha-t-il, haletant de rage et tenant toujours Velchaninov par la manche. Comment demandait Velchaninov, qui ouvrait de grands yeux. Pavel Pavlovitch le regardait en silence, agitait les lèvres et faisait un sourire furieux. Mais où êtes-vous? Que faites-vous? Tout est déjà prêt, résonnèrent les voix impatientes des jeunes filles qui les appelaient. Mais où êtes-vous? Que faites-vous? Tout est déjà prêt, résonnèrent les voix impatientes des jeunes filles qui les appelaient. Velchaninov haussa les épaules et s'en revint vers la société.
Pavel Pavlovitch, à son tour, courut derrière lui. Maman au feu, qui vous a demandé un mouchoir, dit Maria Nikitchina. La dernière fois aussi, il l'avait oublié. Il oublie toujours, reprit une Zaklébinine intermédiaire. Il a oublié son mouchoir. Pavel Pavlovitch a oublié son mouchoir. Maman, Pavel Pavlovitch a encore oublié son mouchoir. Maman, Pavel Pavlovitch a encore un rhume, criaient les voix. Et il ne le dira pas. Vous en faites des façons, Pavel Pavlovitch, fit d'une voix traînante Madame Saklabinine. C'est dangereux de plaisanter avec un rhume. Je vous fais porter un mouchoir tout de suite. Et pourquoi est-il toujours enrhumé, ajouta-t-elle en repartant, heureuse de l'occasion de rentrer dans la maison. J'ai 2 mouchoirs, n'est-ce pas? Et je n'ai pas de rhume, cria Pavel Pavlovitch dans son dos. Mais elle, visiblement, n'avait pas compris, et 1 minute plus tard, alors que Pavel Pavlovitch trottait à la poursuite des autres, et toujours le plus près possible de Velchaninov et de Nadia, une domestique essoufflée le rattrapa et lui remit quand même un mouchoir. On joue au proverbe, criait-on de tous côtés, comme si c'était Dieu savait quoi qu'on attendait de ces proverbes. On choisit l'endroit et on s'installa sur des bancs. Le sort tomba sur Maria Nikitchina. On exigea d'elle qu'elle se retire le plus loin possible et qu'elle n'écoute pas. En son absence, on choisit un proverbe et on en distribua les mots. Maria Nikitchina revint et devina tout de suite. Le proverbe était « Le rêve fait peur, mais Dieu est bon ». À Maria Nikitchina succéda le jeune homme hirsute aux lunettes bleues. De lui, on exigea encore plus de précautions, qu'il aille se placer vers le kiosque et qu'il regarde vraiment la palissade. Le lugubre jeune homme accomplit son devoir. Le lugubre jeune homme accomplit son devoir avec dédain, et comme s'il ressentait même une sorte d'humiliation morale. Quand on le rappela, il fut incapable de deviner quoi que ce soit. Il fit le tour de l'assemblée et écouta ce que on lui disait 2 fois de suite. Il réfléchit longtemps, d'un air lugubre, mais en vain. On lui fit honte. Le proverbe était « Prière à Dieu, service au tsar ne sont jamais perdus ». C'est le proverbe qui est crétin, grogna indigné le jeune homme blessé, et il battit en retraite. Ah, ce qu'on s'ennuie, firent des voix. Ce fut le tour de Velchaninov. On le fit cacher encore plus loin. Lui non plus ne devina pas. Ah, ce qu'on s'ennuie, firent encore plus de voix. Bon, maintenant c'est à moi, dit Nadia. Non, non, maintenant, Pavel Pavlovitch. C'est au tour de Pavel Pavlovitch, s'écrièrent-ils tous. Ils s'animèrent un peu. On conduisit Pavel Pavlovitch contre la palissade dans un coin et on le plaça de dos là-bas pour qu'il ne se retourne pas. L'on confia à la petite rousse la charge de le surveiller. Pavel Pavlovitch, déjà ragaillardi et presque à nouveau gai, avait l'intention d'accomplir religieusement son devoir
Il resta comme une souche à regarder la palissade sans oser se retourner. La petite rousse le surveillait à une vingtaine de pas en arrière, plus près de la société, près du kiosque, et, très agitée, elle échangeait des clins d'œil bizarres avec les jeunes filles. On voyait qu'elles aussi, elles étaient dans l'attente de quelque chose, et prises d'une certaine inquiétude. Quelque chose se préparait. Soudain, de derrière le, soudain, de derrière le kiosque, la petite rousse fit de grands gestes. En une seconde, tout le monde avait bondi et s'était mis à courir. Dieu savait où, à toutes jambes. Courez, vous aussi, courez, chuchotait Avelchaninov, dix-voix presque effrayée qu'il ne court pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Demandait-il, rattrapant les autres. Chut, ne criez pas. Qu'il reste là-bas, lui, et qu'il regarde sa palissade. Nous, on fiche le camp. Regardez, Nastia aussi, elle court. La petite rousse, Nastia, courait à toutes jambes comme s'il était arrivé Dieu sait quoi et faisait de grands gestes. On arriva enfin au bord de l'étang, tout à fait à l'autre bout du jardin. Quand Velchaninov y parvint à son tour, il vit que Katerina Fedosevna se disputait assez fort avec toutes les jeunes filles, et surtout Nadia et Maria Nikitchina. Katia, ma chérie, ne te fâche pas, disait Nadia en l'embrassant. Bon, d'accord, je ne le dirai pas à maman, mais moi je m'en vais parce que ce n'est pas bien du tout. Le pauvre, ce qu'il doit ressentir là-bas, devant sa palissade. Elle s'en alla. Par pitié, mais tous les autres restèrent aussi inflexibles et impitoyables qu'avant. On exigea de Vetchaninov que lui aussi, quand Pavlovitch serait de retour, il ne fasse pas attention à lui, comme s'il ne s'était rien passé du tout. Et nous tous, on joue à chat, cria exaltée la petite rousse. Pavel Pavlovitch ne rejoignit la société au plus tôt qu'un quart d'heure plus tard. Pendant les deux tiers du temps, sans doute, il était resté à attendre devant la palissade. On jouait à chat avec passion, et c'était très réussi. Tout le monde criait et s'amusait. Fou furieux, Pavel Pavlovitch courut directement à Velchaninov. Une nouvelle fois, il le prit par la manche. Une petite minute, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, vous et vos petites minutes. Il redemanda un mouchoir, cria-t-on dans son dos. Non, cette fois, n'est-ce pas, c'est vous. Là maintenant, c'est vous, n'est-ce pas? C'est vous la cause. Pavel Pavlovitch claquait même des dents en prononçant cela. Vetchaninov l'interrompit et lui conseilla calmement d'être plus gai. Sinon, il serait vraiment la risée générale. Si on se moque de vous, c'est que vous êtes en rage quand tout le monde s'amuse. À son étonnement, les paroles et le conseil eurent un effet sidérant sur Pavel Pavlovitch. Il se calma tout de suite, au point même qu'il revint vers la société comme un coupable et prit humblement part au jeu commun. Ensuite, pendant quelque temps, on ne l'inquiéta plus et l'on jouait avec lui comme avec tous les autres. Et une demi-heure ne s'était pas écoulée qu'il avait presque retrouvé sa gaieté. Dans tous les jeux, il s'engageait en couple quand il le fallait, surtout avec sa traîtresse de petite rousse ou l'une des sœurs Zakhlébinine.
Mais s'étonnant toujours plus, Veltchaninov remarqua que Pavel Pavlovitch n'avait jamais osé, même une seule fois, engager la conversation avec Nadia, encore qu'il s'agita toujours autour d'elle ou bien à côté d'elle. Toujours est-il qu'il prenait comme un dû, comme quelque chose de naturel, le fait qu'elle ne le remarquait pas et qu'elle le méprisait. Pourtant, vers la fin, on lui joua quand même un nouveau tour. On jouait à cache-cache. On jouait à cache-cache. Celui qui se cachait avait le droit du reste de changer de cachette, dans la limite d'un périmètre délimité. Pavel Pavlovitch, qui était parvenu à s'enterrer en s'enfonçant dans un épais buisson, eut brusquement l'idée en courant de bondir dans la maison. Des cris fusèrent, on l'avait vu. Lui, par l'escalier, il se faufilait avec succès dans l'entresol parce qu'il y avait repéré un endroit derrière la commode où il voulait se tapir. Mais la petite rousse s'élança derrière lui, se glissa sur la pointe des pieds vers la porte et la ferma au loquet. Alors, comme la première fois, tout le monde cessa de jouer et l'on s'enfuit vers l'étang, à l'autre bout du jardin. 10 minutes plus tard, sentant qu'on ne le recherchait plus, Pavel Pavlovitch regarda par la fenêtre. Il n'y avait personne. Il n'osait pas crier pour ne pas réveiller les parents. La bonne et la servante avaient reçu un ordre strict de disparaître et de ne pas répondre aux cris de Pavel Pavlovitch. Katerina Fedoseïevna avait pu lui ouvrir, mais une fois de retour dans sa chambre, elle s'était mise à rêver, et d'une façon étonnante, elle s'était endormie elle aussi. Il resta donc ainsi près d'1 heure. Au bout du compte, il vit paraître enfin, comme par hasard, en passant, des groupes de 2 ou 3 jeunes filles. Pavel Pavlovitch, pourquoi vous ne venez pas? Ah, ce qu'on s'amuse. On joue au théâtre. Alexei Ivanovitch a fait le jeune homme. Pavel Pavlovitch, pourquoi vous ne venez pas? Il y a toujours des merveilles avec vous, remarquaient d'autres jeunes filles qui passaient. Qu'est-ce que c'est encore que ces merveilles? Fit brusquement la voix de Madame Zaklebinine, qui venait de se réveiller et s'était enfin décidée à faire un tour au jardin pour jeter un œil sur les jeux des enfants en attendant le thé. Mais regardez, Pavel Pavlovitch, lui dit-on, lui indiquant la fenêtre dans laquelle se montrait, avec un sourire torve blanc de rage, le visage de Pavel Pavlovitch. Cette envie qu'il peut avoir de rester seul quand tout le monde s'amuse, fit la mère de famille en hochant la tête. Pendant ce temps, Pendant ce temps, Veltchaninov était enfin parvenu à recevoir de Nadia une explication sur ce qu'elle avait dit, qu'elle était heureuse de sa visite à cause d'une certaine chose. L'explication avait eu lieu dans une allée isolée. Maria Nikitchna avait appelé Veltchaninov tout spécialement alors qu'il était en train de jouer et qu'il commençait à s'ennuyer ferme, et le conduisit dans cette allée où elle le laissa seul avec Nadia. Maintenant, je suis absolument sûr, jacassa-t-elle. Maintenant, je suis absolument sûr, jacassa-t-elle, avec un débit audacieux et précipité, que vous n'êtes pas du tout un ami aussi proche de Pavel Pavlovitch comme il s'en est vanté.
J'ai réfléchi et vous êtes le seul à pouvoir me rendre un service d'une importance extrême. Voilà son sale bracelet. Il a sorti le bracelet de sa poche. Je vous demande très humblement de lui rendre séance tenante, parce que moi-même, je ne lui parlerai plus jamais de la vie, pour rien au monde. Du reste, vous pouvez lui dire ça de ma part, et ajouter que je lui interdis de venir se fourrer ici avec ses cadeaux. Pour le reste, je le lui ferai savoir par d'autres. Vous plaît-il de me faire ce plaisir, d'exaucer mon désir? Ah, pour l'amour du ciel, dispensez-moi, s'écria presque Velchaninov en agitant les bras. Quoi? Comment dispensez-moi? Fit Nadia, infiniment étonnée par son refus, et elle écarquilla les yeux vers lui. La contenance qu'elle avait préparée s'effondra en une seconde. Elle en était déjà presque à pleurer. Velchaninov pouffa de rire. Ce n'est pas ce que je veux. Je serais heureux, mais nous avons nos propres comptes. Je savais que vous n'étiez pas son ami et qu'il avait menti, l'interrompit Nadia d'une voix vive et fougueuse. Je ne me marierai jamais avec lui, sachez-le, jamais. Je ne comprends même pas comment il a osé. N'empêche que vous devez lui rendre son bracelet dégoûtant, parce que sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je veux absolument qu'aujourd'hui même, oui, ce jour même, il le récupère et que ça l'étouffe. Et s'il moucharde ça à papa, il verra ce que ça lui coûte. De derrière un buisson, brusquement et d'une façon tout à fait soudaine, on vit jaillir le garçon hirsute aux lunettes bleues. Vous devez rendre le bracelet, se lança-t-il frénétiquement contre Velchaninov. Ne serait-ce déjà qu'au seul nom du droit de la femme. Si vous-même, vous vous tenez au niveau de la question. Mais il n'eut pas le temps de finir. Nadia, de toutes ses forces, le saisit par la manche et l'entraîna loin de Velchaninov. Mon Dieu, que vous êtes bête, Prédopsilov, s'écria-t-elle. Allez-vous-en, 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 et je vous interdis d'écouter, je vous ai ordonné de vous tenir loin, fit-elle, trépignant de ses jolis petits pieds pour le chasser. Et alors que le garçon avait eu vite fait de réintégrer le fond de ses buissons, elle continuait toujours à marcher en travers du sentier, comme hors d'elle-même, d'avant en arrière, ses jolis yeux luisants, ses petites mains jointes comme en prière. Vous ne croirez pas à quel point ils sont bêtes, reprit-elle, s'arrêtant brusquement devant Velchaninov. Vous, ça vous fait rire, mais moi, mettez-vous à ma place. Mais ce n'est pas lui, riait Velchaninov. Bien sûr que non. Comment vous avez pu penser une chose pareille, répondit Nadia, qui sourit et rougit. Lui, c'est juste un ami. Et ses amis qu'il peut choisir, je ne comprends pas. Ils disent tous là que c'est un futur réformateur, et moi je n'y comprends rien. Alexei Ivanovitch, je n'ai personne à qui m'adresser. Un dernier mot. Vous le rendrez, le bracelet, oui ou non? C'est bon, je vais le rendre. Donnez. Ah, ce que vous êtes gentil, ah, que vous êtes adorable, se réjouit-elle brusquement en lui tendant l'écrin.
Pour ça, je vais chanter pour vous toute la soirée, parce que je chante très bien, sachez-le. Je vous ai menti tout à l'heure que je n'aimais pas la musique. Ah, si vous veniez, ne serait-ce qu'encore une petite fois, ce que je serais contente, je vous raconterais tout, 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 et encore plein d'autres choses, parce que vous êtes gentil, mais gentil, comme oui, comme Katia. Et de fait, quand ils furent rentrés pour le thé, elle lui chanta 2 romances, d'une voix encore inexpérimentée et qui ne faisait que naître, mais assez agréable et puissante. Pavel Pavlovitch, quand tous furent rentrés du jardin, était gravement assis avec les parents devant la table à thé sur laquelle le grand samovar familial bouillait déjà. Et l'on avait disposé le service de famille en porcelaine de Sèvres. Visiblement, il méditait avec les parents sur des sujets fort graves, car il partait le surlendemain pour 9 longs mois. Il ne jeta même pas un regard à ceux qui rentraient du jardin, et surtout à Velchaninov. Il était évident aussi qu'il n'avait pas mouchardé, et que tout était tranquille pour le moment. Mais quand Nadia eut commencé à chanter, il apparut tout de suite. Nadia fit exprès de ne pas répondre à une question directe qu'il lui posa, mais Pavel Pavlovitch n'en fut ni troublé ni dérangé. Il se plaça derrière le dossier de sa chaise. Toute son attitude montrait que c'était là sa place et qu'il ne la céderait à personne. Autour d'Alex Ivanovitch de chanter, maman. Alex Ivanovitch de chanter, crièrent presque toutes les jeunes filles, se pressant autour du piano devant lequel, plein d'assurance, s'installait Velchaninov, qui s'apprêtait à s'accompagner lui-même. Parurent aussi les vieillards, et Katerina Fedoseyevna, qui étaient restés avec eux et avaient servi le thé. Velchaninov choisit une romance de Glinka que personne ou presque ne connaît plus maintenant. Quand à l'heure joyeuse tu ouvres les lèvres et que tu roucoules, vibrante de fièvre, il la chanta en ne s'adressant qu'à Nadia qui se tenait tout contre son coude, plus près que tous les autres. Il n'avait plus de voix depuis longtemps, mais on voyait à ses restes qu'elle avait été loin d'être insignifiante. Cette romance, Velchaninov avait eu la chance de l'entendre pour la première fois une bonne vingtaine d'années auparavant, chez un de ses amis, un compositeur à présent décédé, de la bouche de Glinka lui-même, au cours d'une petite soirée littéraire artistique entre garçons. Glinka, au milieu de sa verve, avait joué et chanté toutes les œuvres qu'il préférait, et parmi elles cette romance. Lui non plus, il n'avait plus beaucoup de voix, mais Velchaninov se souvenait de l'impression extraordinaire que cette romance lui avait causée. Un quelconque spécialiste, un chanteur de salon, n'aurait jamais pu atteindre cet effet-là. Dans cette romance, la tension de la passion va grandissant, se renforçant à chaque vers, à chaque mot. Par la force même de cette tension extraordinaire, la moindre fausseté, la moindre outrance ou le moindre mensonge qui dans un opéra peuvent passer si facilement, ici aurait tué ou déformé tout le sens. Pour chanter cette œuvre, petite mais extraordinaire, il fallait absolument de la vérité, absolument une inspiration véritable, totale, une passion véritable, une totale compréhension de sa poésie.
Sinon seulement la romance aurait été manquée, mais elle aurait même pu sembler monstrueuse et presque d'une certaine façon indécente. Il n'aurait pas été possible d'exprimer cette force de l'attention, du sentiment, de la passion sans éveiller de dégoût, alors que la vérité et la simplicité sauvaient tout. Velchaninov se souvenait que jadis, cette romance, il arrivait à la chanter. Il avait presque fait sienne la manière de chanter d'Ilnika. Mais à présent, dès le premier son, dès le premier vers, ce fut aussi une inspiration véritable. Mais à présent, dès le premier son, dès le premier son, dès le premier vers, ce fut aussi une inspiration véritable qui s'alluma dans son âme et trembla dans sa voix. À chaque mot de la romance, l'émotion s'exprimait, se dénudait avec toujours plus de force et d'audace. Dans les derniers vers, on entendit des cris de la passion, et quand il eut fini de chanter, s'adressant à Nadia avec un regard étincelant, les dernières paroles de la romance furent « Je te fixe les yeux et j'approche ma bouche. Ce feu, ce regard, cette fièvre me touche. Je veux t'embrasser, t'embrasser, t'embrasser. Je veux t'embrasser, t'embrasser, t'embrasser. » Nadia, Nadia frissonna presque de frayeur. Elle eut même un léger recul. Le rouge lui inonda les joues, et à la même seconde, il y eut quelque chose comme une réponse qui fusa pour Velchaninov dans son petit minois soudain timide, presque apeuré. L'envoûtement et en même temps l'étonnement se lisaient sur le visage de toutes ces auditrices. Toutes semblaient comme avoir l'impression qu'il était impossible et scandaleux de chanter de cette façon. Mais en même temps, tous ces minois, tous ces regards brûlaient, étincelaient, et c'était comme s'ils attendaient encore quelque chose. Parmi tous les visages, Velchaninov vit surtout fusé le visage de Katerina Fedoseïevna, un visage devenu presque splendide. Quelle romance! Marmonna quelque peu désarçonné le vieux Zach Lébinine. Mais ce n'est pas un peu trop fort? C'est beau, mais fort. C'est fort, dit comme en écho Madaxa Klebinin. Mais Pavel Pavlovitch ne la laissa pas achever. Il bondit brusquement comme un fou, s'oubliant au point où il saisit lui-même la main de Nadia et l'entraîna loin de Velchaninov. Bondit vers lui, il regarda d'un air perdu en remuant ses lèvres tremblantes. Une petite minute, n'est-ce pas? Parvint-il à balbutier. Velchaninov voyait clairement qu'une minute de plus, et ce monsieur aurait pu se décider à quelque chose de 10 fois, de 10. Velchaninov voyait clairement qu'une minute de plus, et ce monsieur aurait pu se décider à quelque chose de 10 fois encore plus absurde. Il le prit au plus vite par le bras, et sans prendre garde à l'incompréhension générale, le conduit vers le balcon. Il fit même quelques pas avec lui dans le jardin où il faisait à présent presque nuit. Comprenez-vous que vous devez tout de suite à la minute partir avec moi? Prononça Pavel Pavlovitch. Non, je ne comprends pas.
Vous vous souvenez, poursuivait Pavlovitch, vous vous souvenez, poursuivait Pavel Pavlovitch dans un chuchotement passionné, dans un chuchotement passionné. Vous vous souvenez comment vous avez exigé de moi que je vous dise tout, tout, n'est-ce pas, et sincèrement, n'est-ce pas, la toute dernière parole, vous souvenez-vous, n'est-ce pas? Eh bien, le temps est venu de la dire, cette parole. Allons-y, n'est-ce pas? Velchaninov réfléchit, regarda une dernière fois Pavel Pavlovitch et accepta de partir. Le départ annoncé soudainement, émut les parents et indigna beaucoup les jeunes filles. Au moins une autre tasse de thé, gémit plaintivement Madame Sainte-Lébénine. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es si bouleversé? Demanda d'un ton sévère et mécontent le vieillard à un Pavel Pavlovitch qui ne répondait rien ou ne faisait que grogner. Pavel Pavlovitch, pourquoi emmenez-vous Alexei Ivanovitch? Gazouillèrent plaintivement les jeunes filles, tout en le percevant de leurs regards. Nadia, elle, lui lança un regard si furieux qu'il grimaça, mais ne se rendit pas. Mais c'est vrai que Pavel Pavlovitch, et je le remercie, m'a rappelé une affaire d'une importance extrême, dont je ne peux pas me débarrasser, ria Velchaninov, serrant la main du maître de maison, saluant la maîtresse et les jeunes filles. Et aurait-on dit surtout Katerina Fedosoyevna devant toutes les autres, ce qui à nouveau fut remarqué par tous. Nous vous remercions de votre visite et nous serons toujours heureux, tous, conclut avec poids Saklébinine. Ah, nous sommes si heureux, reprit avec émotion la mère de famille. Revenez, Alexei Ivanovitch, revenez, firent de multiples voix sur le balcon quand quand il se fut déjà installé dans le landau avec Pavel Pavlovitch. Et il crut presque entendre vraiment une petite voix plus douce encore. Revenez, mon gentil Alexei Ivanovitch. La petite rousse, pensa Velchaninov.